est-ce que vous serez pas là pour récupérer votre petite dose de frissons, les amis? Bon, nouveau thread d'horreur particulièrement long cette fois, mais bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et je vous vois venir, bande de coquins. Bon, ça fait à peine 10 secondes que j'ai allumé la caméra, je dis déjà des conneries, je suis désolé. Bref, trêve de banalité les amis, j'ai hâte de vous raconter 3 histoires d'horreur dans cette vidéo. Mais avant tout ça, petite question comme à notre habitude, pour faire plus ample connaissance. Et la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est quelle est la bêtise que vous avez faite étant petit, mais que vous n'avez jamais osé dire à vos parents? Alors ouais, je sais, c'est une question au niveau maternel, mais moi, ça me fait juste kiffer ce genre de truc. De mon côté, une des conneries qui me vient en tête, parce que j'en ai fait beaucoup, vous vous en doutez, ça a été de sécher les cours quand j'étais au collège, il me semble, avec des copains qui voulaient fumer en douce. Sauf que le pire, c'est que moi, je fumais même pas, donc c'était vraiment le teubé à côté qui séchait les cours pour regarder mes copains fumer. Bah oui, vous pouvez le dire, j'étais pas une lumière à l'époque, et même encore maintenant. Bref, vous me dites tout ça en commentaire, pendant que moi je commence à vous raconter la première histoire. Pour cette première histoire, on part sur la thématique de l'escape game. Et pour ceux qui en ont jamais fait, tapez Prison Island sur Google et vous allez voir un type d'escape game, c'est un peu un action game qui est juste pour moi trop cool. Et dans cette histoire, on va suivre Mehdi, 32 ans, et qui est agent de nettoyage. Il faut savoir que pendant de longues années, Mehdi nettoyait des usines et ça fait bientôt 2 mois qu'il a été embauché pour effectuer le nettoyage dans un escape game qui venait d'ouvrir du coup près de chez lui. Et comme c'est près de chez lui, il trouve ça cool, ça lui change un peu de l'usine et il trouve le cadre beaucoup plus sympathique et plus agréable, enfin pour le moment. Mehdi travaille essentiellement de nuit lorsque les clients ne sont évidemment plus présents. Et Mehdi explique qu'il est toujours agréablement surpris de voir les décors dans les salles de jeu. Sauf qu'un soir, alors qu'il n'y a personne dans les locaux, Mehdi commence à nettoyer la première, puis la deuxième salle et ainsi de suite. Tout se passe donc comme d'habitude, Mehdi nettoie les locaux tout en ayant un casque de musique sur les oreilles. Il passe environ 1h30 à nettoyer chacune de ces salles et il faut savoir qu'il y a 4 salles dans l'enceinte du bâtiment. Et lorsqu'il arrive à la dernière pièce, c'est une pièce qui est un peu spéciale car elle est sur le thème de la torture. Mehdi explique que les décors sont très explicites et limite flippants. Et d'ailleurs il explique que c'est pour ça que les clients l'adorent. Elle est ultra réaliste et attire énormément de clients en quête de frissons. Donc Mehdi est en train de nettoyer, sauf que d'un coup il entend un gros bruit derrière lui. Et même s'il a son casque sur les oreilles, il est surpris par ce bruit. Il se retourne et se rend compte que l'un des vases que contenaient de faux yeux est tombé par terre. Sauf que chose bizarre pour Mehdi, c'est qu'il est à 5-6 mètres du vase. Et il est seul dans la pièce, donc ça paraît étrange que ce vase tombe un peu tout seul comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas lui qui a fait ça. Donc la seule chose qui peut expliquer que le vase soit tombé, c'est que le vase était certainement mal posé et qu'il a dû tomber parce que Mehdi a bougé certains meubles quelques minutes auparavant. Mais là encore, Mehdi a du mal à rationaliser. Il y a quelque chose de pas normal ici, voire même paranormal. Bref, il continue, il nettoie donc les dégâts et continue son ménage car après tout, il n'arrive pas à trouver une explication très logique à tout ça. Après plus d'1 heure à nettoyer cette pièce, Mehdi se dirige vers l'entrée pour réunir ses affaires de nettoyage et les ranger. Sauf qu'il se rend compte que sur le sol, qu'il venait de nettoyer un peu avant, il y a des traces de pas se dirigeant vers la sortie de la pièce. Et en comparant les dessous de ses semelles, Mehdi le sait, ce n'est absolument pas ses empreintes. Et en plus, la taille des chaussures est beaucoup plus grande que celle de Mehdi, donc impossible encore une fois que ce soit lui. Et c'est normal que Mehdi va d'un coup stresser, car pour lui, ça ne fait aucun doute que quelqu'un traîne dans les parages. Alors oui, ça pourrait effectivement être le propriétaire des lieux qui venait chercher un truc ou quelque chose, mais non, il est trop tard pour que ce soit plausible pour Mehdi. De toute façon, Mehdi a fini son travail et décide donc de fermer rapidement le local et de rentrer chez lui pour mettre tout ça derrière lui. Mehdi explique qu'il fera un rapport à son supérieur le lendemain quand il l'appellera. Et donc le lendemain, avant de démarrer son service, Mehdi transmet ce qui s'est passé à son supérieur la nuit dernière. Et celui-ci dit qu'il va voir avec les proprios pour qu'ils regardent les caméras de surveillance. Et quand vient l'heure de commencer, Mehdi prend bien le temps de vérifier que la porte du local est fermée à clé avant de commencer son ménage. Car il se dit, après avoir réfléchi toute la nuit, que potentiellement quelqu'un aurait pu entrer par celle-ci la veille parce qu'il l'avait mal fermée tout simplement. Ok, possible. Il effectue son ménage comme à son habitude, mais au bout d'1 heure, il se rend compte que son téléphone n'a plus de batterie. Il se dirige donc vers l'entrée où se trouve un bureau pour mettre son téléphone à charger. Et là, même constat. Mehdi tombe sur des traces de pas un peu partout où il vient de passer la serpillière. Et pour rappel, Mehdi est seul à faire le ménage et une fois de plus, cela ne correspond pas du tout à ses empreintes. Et évidemment, ça devient légèrement flippant pour Mehdi qui, malgré tout, va décider de suivre les empreintes qui mène tout droit à la dernière pièce. Et cette pièce, c'est évidemment celle de la torture. Mehdi crie et demande s'il y a quelqu'un, mais toujours rien, aucune réponse. Il avance donc vers la pièce et en y entrant, il remarque qu'il y a une mallette ouverte et remplie d'objets de torture en plein milieu de la pièce. Et ce qui est cool, c'est que Mehdi nous apporte plus de précision. Car en fait, quand il arrive dans les pièces, tout est rangé pour le lendemain.
Donc les indices, comme la mallette remplie d'objets de torture, il est toujours à la même place et certainement pas en plein milieu comme ça, mis un peu en bordel. Et c'est à ce moment-là que Mehdi nous explique qu'il fait l'erreur de ramasser la mallette et de vouloir la remettre à sa place. Sauf qu'au moment de s'abaisser pour prendre la mallette, il entend rapidement des bruits de pas qui se dirigent vers lui et il reçoit immédiatement un énorme coup à la tête. Mehdi tombe alors par terre, il est un peu sonné et tente de se retourner doucement pour voir qui lui a fait ça. Et là, chose horrible, il voit clairement une silhouette derrière lui et entend l'homme lui dire qu'ils vont bien s'amuser. Par réflexe, Mehdi va saisir rapidement un objet de la mallette et par chance, il va prendre un petit maillet. Et dans un élan de désespoir, il va lancer le maillet en direction de la silhouette et coup de bol pour lui, pour Mehdi qui va le toucher en plein visage et contraindre la silhouette de battre en retraite. Et ça ne s'arrête pas là. Mehdi s'enferme dans la pièce de torture. Alors ouais, j'avoue, il y a mieux quand même que de s'enfermer là-dedans. Mais la situation fait que c'est le meilleur endroit pour Mehdi d'être en sécurité. Il contacte donc tout de suite son supérieur qui va faire le nécessaire pour contacter l'entreprise de sécurité qui s'occupe, vous savez, un petit peu de la zone où se situe l'escape game. Et suite à cet appel, lorsque Mehdi va raccrocher en attendant les secours, il va remarquer que par terre, il y a quelques gouttes de sang. Et ces gouttes de sang, ça vient probablement de l'agresseur qui a reçu le maillet en plein visage. Mehdi ouvre alors un petit peu la porte, il n'entend aucun bruit dans les locaux, mais voit tout de même par terre quelques gouttes de sang qui se suivent. En suivant les gouttes de sang, il peut apercevoir que celle-ci s'arrête juste devant une porte d'une autre salle. Et au même moment où il réalise qu'il y a probablement encore l'agresseur qui se cache ici, qui n'est pas enfui, il entend des gros booms au niveau de la porte. Et ça, c'est l'équipe de sécurité qui vient d'arriver. Mehdi en profite pour se mettre en sécurité et laisse l'équipe s'occuper du reste. Mehdi va alors rester de longues minutes dehors pendant lesquelles il va entendre pas mal de bruit provenant de l'intérieur de l'escape game. Et donc quelques minutes plus tard, il va voir alors un homme d'une vingtaine d'années, assez jeune du coup, avec un nez plein de sang sortir avec l'équipe de sécurité. Mais bon, c'est pas tout. Mehdi, son supérieur et le patron de l'escape game vont aller checker les caméras de surveillance. Et il s'avère qu'ils ont dû remonter plus de 48 heures avant de voir le visage de cette même personne. En fait, on peut voir cette personne rentrer dans les locaux et se faufiler dans une pièce alors que l'employé qui travaillait au même moment s'occupait d'un groupe qui venait faire un escape game. Et ce qui a le plus choqué les personnes, c'est surtout de voir que cette personne est rentrée incognito en pleine journée pour ensuite rejoindre une salle et se cacher dans le faux plafond. L'angoisse donc pour ceux qui ont joué dans cette pièce, sachant qu'une personne très mal intentionnée se situait juste au-dessus d'eux. Bon, pas mal pour une première histoire, vous trouvez pas? Alors moi je l'ai bien aimé, mais comme vous, j'ai besoin de me chauffer avec une seconde histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors pour cette seconde histoire, on va retrouver un jeune adolescent qui s'appelle Isaac. Isaac, il a 16 ans au moment des faits, il est au lycée et son histoire se passe durant les grandes vacances scolaires. Et on est en août quand Isaac profite de ses vacances chez ses parents. Il voit régulièrement ses amis, ils vont au cinéma ensemble, ils font du sport, du foot, du basket, bref, des vacances normales pour un jeune de 16 ans. Et alors qu'on est début août, Isaac va recevoir un coup de téléphone de son cousin Timothée. Et Timothée, c'est son cousin qui habite à 3 heures de train de chez Isaac. Les deux cousins s'entendent tous les deux très bien et justement Timothée appelle Isaac pour lui proposer un super truc. Et en effet, Timothée invite Isaac à venir chez lui 2 semaines pour passer des vacances inoubliables. Et le truc cool, c'est que Timothée, il habite près de la plage et ça donne donc trop envie à Isaac parce qu'ils vont pouvoir faire du surf, du beach volley, enfin bref, tous des trucs qui nous donnent tous envie. Alors Isaac, n'ayant pas le permis, parce qu'il a 16 ans, se décide à réserver un billet de train avec ses parents pour rejoindre Timothée dans le sud de la France. Et bim, le train est réservé pour le vendredi 6 août à 17h12 à la gare. Il est censé arriver aux alentours de 20h dans la ville de Timothée. Le seul truc important, c'est qu'il doit faire attention car il a une correspondance, un arrêt si vous préférez, pour rejoindre la ville de Timothée. Et si je dis ça, c'est que ça a son importance. Alors Isaac, il est pressé de rejoindre son cousin Timothée, donc il arrive à la gare très en avance. Mais c'est pas grave pour lui, il passe du temps à l'espace presse de la gare pour s'acheter un magazine et le lire dans le train. Alors Isaac s'assoit sur les bancs en attendant l'arrivée du train sur le quai, quand lorsqu'il tourne le regard pour observer autour de lui, il voit un homme qui le fixe attentivement. Et vous savez, on a tous un peu ce réflexe de détourner le regard dans ces moments-là. Et c'est exactement ce que va faire Isaac. Et ensuite l'histoire se déroule normalement, il est bientôt 17h, Isaac monte dans le train et s'installe à sa place. Alors rien à signaler jusqu'ici, à part à 17h08 qu'il y a l'annonce des portes qui se ferment et qu'il y a une dernière personne qui rentre dans le même wagon que Isaac. Cet homme s'installe à quelques mètres d'Isaac et lorsqu'Isaac aperçoit le visage de cet homme, il est juste pas à l'aise. Et vous l'aurez deviné, c'est la même personne qui le fixait tout à l'heure dans la gare. Et Isaac ne comprend pas pourquoi cette personne a failli louper son train alors qu'elle était sur le quai bien en avance
comme lui. Bref, et autre détail assez troublant pour Isaac, c'est qu'il peut observer que cet homme a des ongles, on va dire, assez long. Bon, je peux pas vous montrer un exemple car j'ai pas de longs ongles, mais Isaac décrit ça comme des fonds ongles que les femmes peuvent porter. Bon, ensuite, le train démarre, il lit tranquillement son magazine et tout comme moi, il a tendance à s'endormir lorsqu'il lit. Du coup, Isaac s'endort doucement dans le train, sachant pertinemment qu'il y a une personne qui est pas loin de lui, qui l'a fixé sur le quai de la gare. Il y a un petit peu ce côté étrange quand même pour lui. Et Isaac explique qu'à ce moment-là, il se souvient qu'il rêve qu'il est chez ses parents, tranquillement dans la cuisine, en train de manger. Bref, des trucs pas trop intéressants que je vais vous épargner, jusqu'à arriver à un moment fatidique. À un moment dans son rêve, sa mère lui parle et lui dit « Il faut que tu sortes du train, Isaac, il faut que tu sortes du train ». Et sa mère fait un mouvement avec son couteau de cuisine qui le coupe l'arrière du bras. Et ça le réveille immédiatement. Et pour ceux qui s'imaginent pas le truc que Isaac a vécu, c'est un peu comme lorsque vous êtes en train de rêver et que d'un coup vous tombez en arrière ou vous prenez un coup de pied ou j'en sais rien. Et généralement vous avez un spasme en fait, vous vous réveillez avec un spasme et ça fait juste trop bizarre. Donc je comprends exactement la situation qu'Isaac a vécu. Enfin j'espère que je suis pas le seul à vivre de temps en temps des trucs comme ça, sinon je devrais peut-être aller consulter, c'est vrai. Bref, Isaac se réveille et il sent une douleur sur l'arrière du bras, mais surtout il est déphasé. Il vient de se réveiller subitement et il sait pas du tout ce qui lui arrive. Il va alors regarder son téléphone portable et il va voir qu'il est 18h45 et qu'il aurait déjà dû faire sa correspondance. Il se lève donc et part à la recherche d'un responsable dans le train pour savoir où ils sont. Et au bout de quelques minutes, il va trouver quelqu'un qui lui dit qu'ils ont passé l'arrêt où il devait s'arrêter et qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il sorte prendre le prochain train en direction opposée. Isaac est perturbé, il s'en veut de s'être assoupi aussi longtemps et donc d'avoir loupé sa correspondance. Il prend donc son mal en patience et va s'asseoir en attendant le prochain arrêt. Et lorsqu'il attend tranquillement sur son siège, il peut voir que la personne qu'il a fixée sur le quai est toujours là en train de lancer des regards en sa direction. Et ça va vraiment saouler Isaac qui en plus d'avoir loupé son arrêt, en a marre de se faire fixer du regard comme ça par une autre personne. Bref, quelques minutes plus tard, Isaac sort du train et il arrive dans une gare de campagne. Il est à peu près 19h et pour le coup, Isaac a pas mal de chance car il doit attendre seulement une quinzaine de minutes avant que le prochain train arrive afin de rallier sa correspondance. Et Isaac nous explique que la gare est assez petite avec un petit hall d'entrée et quelques places pour s'asseoir ainsi qu'un quai qui mène au train. Et la gare n'est d'ailleurs pas très remplie et il y a très peu de personnes. Et ces personnes, c'est celles qui viennent de sortir du train et qui s'en vont vers le parking ou qui rentrent directement chez eux. Et quelques minutes plus tard, Isaac décide de passer aux toilettes. Sauf qu'il va avoir un très mauvais pressentiment quand il s'approche de la porte. Isaac va décider de suivre son instinct et de faire demi-tour. Il précise qu'il ne sait pas pourquoi ni comment, mais c'est comme si son corps avait pris possession de ses jambes et qu'il l'a fait demi-tour, un peu comme ça. Isaac se retrouve donc sur le quai à observer la porte des toilettes avec une sensation particulière, qui pour lui d'ailleurs n'était pas justifiée car à ce moment-là, il s'était rien passé encore. C'est seulement plusieurs minutes plus tard qu'il va voir une personne sortir des toilettes. Une personne qui ressemble étrangement à celle qui avait des longs ongles et qui le fixait dans le train. Et ce qui trouble Isaac, c'est qu'il a l'impression que cet homme cherche quelque chose ou quelqu'un. Isaac fait le tour de la gare pour éviter de se retrouver sur le quai avec lui, puis en profite pour aller se mettre dans les toilettes des filles. Et j'avoue, pas bête. Isaac en profite pour faire pipi et lorsqu'il va se laver les mains, il peut voir dans le miroir un début de griffe sur son bras. Et lorsqu'il regarde le derrière de son bras à l'aide du miroir, il peut voir une très longue griffe. Et lui, il est sûr qu'il n'y avait pas ça avant. Il comprend surtout que lorsqu'il était en train de rêver, quand il a ressenti un coup de couteau, en fait c'était réel et probablement cet homme qui le fixe tout le temps qui lui a fait. Et là, l'image des longs ongles de cet homme, forcément ça fait un peu flipper, c'est un peu dégoûtant. Et pourquoi aurait-il fait ça? On sait pas. Mais en tout cas, c'est très angoissant pour Isaac à ce moment-là, qui va devoir sortir sur le quai pour prendre un train sans que cet homme ne le voie et s'en prenne à lui. Isaac sort alors doucement des toilettes des filles, la gare est vide, il n'y a plus personne. Il va donc rejoindre tranquillement le quai en se disant qu'il est peut-être en sécurité et qu'il s'est tout simplement monté la tête. Sauf que lorsque son train arrive, Isaac, qui est sur le quai, va alors apercevoir cet homme au loin qui va le voir et va commencer à sprinter en sa direction. Isaac va alors se précipiter pour entrer dans le train et heureusement pour lui, il y aura plusieurs personnes à l'intérieur, ce qui va freiner l'homme dans sa poursuite et l'éviter du coup de rentrer dans le train. Cependant, Isaac nous explique qu'il se souviendra à jamais du visage de cet homme ce jour-là. La suite se passe bien mieux pour Isaac qui rejoindra plus tard sa famille et son cousin Timothée. Et encore une fois, heureusement pour Isaac qu'il n'est pas rentré dans les toilettes des hommes à ce moment-là lorsque cet homme l'attendait probablement à l'intérieur. Et Isaac, pour finir son thread, nous explique que pour le retour, son oncle était sympa de le raccompagner en voiture pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit. Bon, alors celle-ci, je la trouve aussi pas mal comme histoire, mais vous allez voir que la dernière histoire qui va toucher Isabelle est encore plus dingue.
Bon, pour cette troisième et dernière histoire, on va parler du coup d'Isabelle, une femme de 42 ans qui va vivre un cauchemar dans un appartement qu'elle a loué. Et vous allez voir que ne pas respecter les règles peut parfois vous sauver la vie. Enfin, ça a probablement sauvé la vie d'Isabelle pour le coup. Isabelle, il faut savoir qu'elle a un petit ami avec qui elle a une petite fille. Et ensemble, ils forment une belle famille qui est complétée par leur chien, Todd, un berger allemand de 10 mois. Et Isabelle, c'est quelqu'un de très cool, qui travaille dans le prêt-à-porter. Elle est donc très sociable, très dynamique et surtout très souriante. Et son métier, enfin ses responsabilités, lui impose parfois de se déplacer un peu partout en France pour faire des rendez-vous clients. Et alors que chaque rendez-vous qu'elle a l'habitude de faire se passe très bien, elle va vivre une expérience plus que traumatisante. Et ça va se passer précisément dans Bourges, une ville en plein milieu de la France, à la campagne. Je crois qu'on dit à Bourges, mais c'est pas grave. Isabelle, comme à son habitude, recherche un logement aux environs pour passer la nuit là-bas et être en forme le lendemain matin pour son rendez-vous pro. Elle explique qu'elle regarde les hôtels, comme à son habitude, mais qu'ils ont l'air assez miteux et très mal notés sur Google. Elle fait donc le choix de s'orienter vers un site de location entre particuliers. Et bingo, elle trouve un petit appartement aux abords de la cathédrale de Bourges. Alors super endroit si vous avez déjà été. Le problème, c'est que la personne qui loue ce petit appartement n'accepte pas les animaux de compagnie. Et Isabelle nous dit qu'elle a l'habitude de faire ses déplacements pro avec son chien, Todd, car dans un premier temps, ça la rassure d'être en compagnie de son chien pour faire de la route et d'aller dans des endroits inconnus, mais aussi parce qu'elle ne veut pas laisser à son mari la responsabilité de son enfant et aussi du chien à aller promener, etc., etc. En gros, elle ne veut pas que son mari soit débordé quand elle est en déplacement, et franchement, ça se comprend. Mais bon, malgré le fait que la personne ne veuille pas les chiens, n'autorise pas les chiens, Isabelle se dit que comme c'est que pour une nuit, elle va laisser son chien dans la voiture quelques minutes, le temps de récupérer les clés au propriétaire, puis ensuite venir le chercher pour qu'ils aillent tous les deux dans l'appartement. Alors oui, quand les animaux sont interdits, c'est interdit, mais comme je vous l'ai dit au début de cette histoire, elle va avoir raison de prendre Todd, son berger allemand de 10 mois, avec elle. Bon, et puis Isabelle nous indique que la personne qui loue l'appartement a l'air très direct, ce qui d'habitude peut gêner Isabelle, sauf que là elle se dit tant mieux, si il est aussi direct que ça lors de la remise des clés, elle ne fera pas patienter son chien très longtemps dans la voiture. Isabelle effectue donc sa réservation et c'est confirmé, elle passera bien une nuit dans cet appartement près de la cathédrale de Bourges. Donc vient le jour du départ où Isabelle prend la route vers 14h et se dirige vers Bourges. Vers 19h, elle arrive enfin à Bourges, elle prend alors son téléphone et tente d'appeler le propriétaire, mais malheureusement personne ne répond. Isabelle est alors inquiète car il est 19h, le soleil se couche et elle se retrouve dans la voiture avec son chien Todd sans avoir nulle part où dormir. Mais finalement, quelques minutes plus tard, elle reçoit un message de la propriétaire lui disant que les clés sont sous un pot de fleurs et qu'elle peut les récupérer pour ouvrir la porte. Isabelle trouve cela étrange, surtout qu'elle n'a pas l'habitude de faire de cette façon. Elle a déjà fait des réservations sur ce site de location entre particuliers, mais très souvent, ils font un état des lieux de l'appartement avant justement de donner les clés. Mais bon, comme dit Isabelle, à ce moment-là, tant mieux, car ça lui permet de prendre directement son chien avec elle pour ne pas le laisser seul dans la voiture. Isabelle arrive donc devant l'adresse indiquée par le propriétaire et effectivement, il y a un pot de fleurs sous lequel se cache une clé. C'est alors tout naturellement qu'elle va récupérer les clés et entrer dans l'appartement au rez-de-chaussée. Et première chose qui intrigue Isabelle, c'est l'odeur. Elle savait que l'appartement n'était pas moderne et était entre guillemets dans son jus, mais lorsqu'elle raconte son histoire, elle nous dit que l'odeur de l'appartement était vraiment particulière. Et si vous le voulez bien, on en reparlera à la fin de cette vidéo. En fait, Isabelle dit que ça sent le renfermé mélangé à on ne sait trop quoi. Bref, pas de bol encore une fois pour Isabelle, mais bon, elle se dit que c'est qu'une nuit et qu'elle est avec son chien, donc tant pis, bon ça arrive, il y a plus grave dans la vie. Et clairement, ça me fait penser le jour où j'étais à Montréal, je suis tombé dans un appartement miteux comme ça, fenêtre cassée, il n'y avait pas de vitres, c'était du plastique et l'ambiance était vraiment très bizarre. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'Isabelle, elle est vraiment tombée dans le même type de logement que j'ai eu en fait. Bref, revenons à notre histoire. Isabelle pose ses affaires, laisse allumer l'appartement, puis part promener Todd, son chien, pour qu'il aille faire ses besoins. Au bout de quelques minutes de promenade, elle revient dans l'appartement avec son chien et celui-ci grogne et refuse de rentrer. Chose inhabituelle pour Todd qui, il y a quelques minutes, était rentré dans l'appartement sans problème. Isabelle explique donc à son chien que tout va bien et le traîne comme elle peut dans l'appartement. Sauf que, en rentrant dans l'appartement, tout est noir. Les lumières qu'a laissé Isabelle allumées en partant promener son chien sont toutes éteintes. Et ça, pour le coup, ça va beaucoup l'intriguer. Elle se rapproche de l'interrupteur, l'allume, puis la lumière revient et enfin ça soulage Isabelle. La soirée se passe rapidement par la suite parce qu'Isabelle se fait commander un repas via une application, puis décide d'aller se coucher car elle est fatiguée par la route. Et en donnant les croquettes à son chien, elle constate que depuis tout à l'heure, il fixe son regard en direction d'un placard posé dans le fond du salon. Et ce détail, les amis, a son importance. Vous l'aurez deviné, Isabelle n'est donc
donc plus très à l'aise dans l'appartement, mais malheureusement elle n'a pas trop le choix. Il est bientôt 21h, 21h30, il fait noir et elle doit vite aller se coucher pour être en forme demain. Elle va alors dans sa chambre et s'enferme avec son chien pour se sentir en sécurité au cas où. Et alors qu'Isabelle dort, elle est réveillée par les grognements de son chien. Et ces grognements lui donnent la sensation d'être en danger, de ne pas être seule dans l'appartement. Isabelle allume la lumière de la chambre et voit son chien contre la porte de la chambre. Alors menant au salon, je précise. Et c'est un comportement plus que suspect pour Isabelle, qui le sait, quelque chose est en train de se passer dans le salon, sinon son chien ne serait pas dans un état pareil. Et au moment où Isabelle se lève de son lit pour aller écouter à la porte, son chien se met à aboyer de toutes ses forces. Et tout ça pendant de longues secondes jusqu'à ce qu'elle entende un énorme bruit de porte provenant du salon. Et c'est à ce moment-là que Todd va stopper les aboiements. Isabelle a alors peur, mais elle sait qu'elle ne peut pas rester là à rien faire. Elle n'est pas sûre qu'il y a encore quelqu'un dans l'appartement, mais elle se doit de faire quelque chose. Elle va donc décider d'appeler la police et attendre qu'ils arrivent plutôt que de prendre le risque de lâcher Todd dans le salon au cas où il y a un intrus. Et c'est vrai, on sait jamais comment ça peut tourner dans ces situations-là, et donc normal de prendre aucun risque pour son chien. Arrivé à l'appartement, la police indique qu'ils sont là par téléphone et que la porte d'entrée est entrouverte. Isabelle ouvre donc la porte de sa chambre et regarde sur la droite. Elle voit en effet la porte d'entrée entrouverte ainsi que 2 policiers devant celle-ci. La police a pour effet de rassurer immédiatement Isabelle, qui est effectivement sous le choc. Elle ne comprend pas trop ce qui a pu se passer, pourquoi Todd a aboyé autant comme ça pendant de longues secondes. Mais la réponse, on va plus ou moins la voir. Enfin, on va pouvoir plus ou moins comprendre ce qui a pu se passer cette soirée-là pour Isabelle. Déjà, la porte d'entrée montre qu'une personne a tenté de s'introduire ou de s'échapper de l'appartement en toute vitesse. Et je pense qu'on est tous d'accord que probablement cette personne s'est échappée suite aux aboiements de Todd. Et en inspectant les lieux, Isabelle va apercevoir un détail qui va lui glacer le sang. Vous vous souvenez que Todd fixait constamment le placard dans le salon ? Eh bien, celui-ci a désormais une porte ouverte, ce qui signifie clairement qu'une personne était bien dedans pendant tout ce temps-là. Depuis le début, on ne pense pas, Isabelle est persuadée qu'une personne est venue dans l'appartement pendant qu'elle promenait Todd, son chien, et ça paraît vraiment plausible car les lumières à son retour étaient toutes éteintes alors qu'elle avait laissé allumer avant de partir, mais c'est pas tout. Dans le fond du placard, les policiers vont faire une affreuse découverte. Et cette découverte, c'est 3 grandes bâches repliées ainsi qu'un marteau très ancien avec des taches de sang séché. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui était dans ce placard? Est-ce que c'était le propriétaire des lieux qui profitait de son appartement pour attirer des personnes chez lui? Et ça pourrait justifier le fait qu'il n'autorise pas les animaux. Et a priori, le fait qu'il y ait eu un animal, qu'il y ait eu un chien, ça a fait fuir la personne. Si c'est le propriétaire des lieux, ça paraît vraiment cohérent. Ou est-ce que c'est tout simplement une personne qui a repéré que les clés se cachaient sous un pot de fleurs et en a donc profité pour en faire un double afin de s'introduire et passer à l'acte incognito chez quelqu'un? Bon, bonne question, dont je suis sûr vous aurez la réponse en commentaire. Enfin bref, c'est ainsi que se termine ce terrible voyage pour Isabelle qui, sans son chien Todd, aurait pu connaître un destin tragique de la part de cette personne. Comme quoi, il faut parfois transgresser les règles pour être en sécurité. En tout cas, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de répondre à la question en commentaire: quelle est la plus grosse bêtise que vous avez fait sans que vos parents ont été au courant? Je vous laisse là-dessus les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.